Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Grave ta route. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai organisé ma traversée des Pyrénées par le GR10. Donc j'avais envie de faire cette vidéo qui fait suite à la première partie où je vous présente mon sac, mon matériel que je vais emporter avec moi. J'avais envie de faire une seconde partie qui expliquait plus mon organisation, comment j'ai prévu mes étapes, les distances par jour, où j'ai prévu de prendre de l'eau, dormir, etc. Donc je vais tout vous expliquer sur cette vidéo. Attention, c'est ma façon de voir les choses, mon organisation par rapport à mes capacités physiques. Chacun le fait comme il veut. Pour ceux qui ne savent pas, le GR10 c'est un GR qui va de la Méditerranée à l'Atlantique ou inversement. Il fait à peu près 920 km, plus ou moins, après il y a des variantes. On est sur du 50-55 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc c'est un gros morceau. Comparé à la HRP où vous avez 800 km et à peu près 35 000, 40 000 de D+, et de D-. Après la HRP, vous restez plus sur les crêtes, donc vous redescendez moins dans les vallées. Et c'est là, en fait, où le GR10 va être difficile, c'est que on va beaucoup redescendre dans les vallées pour ensuite remonter, redescendre, remonter. Et c'est là toute la difficulté. Alors que la HRP, vous restez quand même plus sur les crêtes, donc vous redescendez moins, vous remontez moins. Donc il y a un peu moins de dénivelé. Après, je dis pas que c'est plus simple, mais c'est différent. J'ai prévu de le faire en 39 jours, en comptant un jour de repos. Pour le moment, je préfère partir sur une journée de repos à mi-chemin. Après, j'ai pris quelques jours de marge, donc si j'en ai besoin pendant l'aventure, je pourrais très bien m'arrêter 1, 2, 3, 4 jours. Je me suis prévu à peu près 25 km par jour en moyenne, avec 1500 D+, D-. Donc pareil, c'est une fourchette, donc ça peut varier, mais ça on va en reparler un peu plus tard. J'ai envie de faire ce GR pour plusieurs raisons. Déjà traverser les Pyrénées, la Pyrénées c'est quand même une chaîne de montagnes mythique française et espagnole. Donc déjà, il y a ça, ce premier point-là. Et voilà, j'ai envie aussi de vivre une vraie aventure, quelque chose d'assez long. Donc 39 jours, c'est pas quelque chose d'anodin non plus. Voilà, j'ai envie d'expérimenter aussi cette solitude extrême, de pousser mon corps dans ses retranchements, de vivre quelque chose de très difficile, mais à la fois de très beau aussi. Et je pense que en tant qu'humain, on doit tous vivre des choses comme ça au moins une fois dans notre vie qui nous poussent, qui nous sortent du confort quotidien aussi. Parce que là, sur ce genre d'aventure, faut réussir à sortir de son confort, à s'adapter à peu de confort. Parce qu'au final, le seul confort que je vais avoir, c'est mon matelas, ma tente, mon duvet, quelques nuits en hôtel. Mais ça va être quand même très restreint comparé à d'habitude. Donc il y a aussi ça qui me donne envie. Et voilà aussi le côté sportif, même si je le fais pas pour le côté sportif, je le fais plutôt pour le côté contemplatif. J'adore la montagne, j'adore aller en montagne, je suis quelqu'un de très solitaire, donc moi c'est quelque chose qui me fait kiffer. Mais faire 920 km en pleine montagne, c'est pas non plus anodin. Et même si je prévois de le faire que en 39 jours, on peut compter le côté sportif. Là, j'ai la chance d'avoir pu prendre quasiment 50 jours sans travailler. Et du coup, je me dis, tant qu'à faire, autant rester le plus longtemps possible en montagne pour profiter. Je fais pas ça tous les ans. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi gros. Donc, faut profiter. C'est une expérience de vie qui va peut-être me changer ou pas. Mais je pense pas que je vais refaire ça tous les ans. Donc autant en profiter tant que j'y suis et faire les choses à fond. Concernant la partie bivouac, refuge, hôtel, moi je fais le parti de dormir que dans des hôtels. Les refuges, concrètement, c'est pas mon délire. Je suis très chiant en fait pour m'endormir le soir, et si je dors dans un dortoir, ça va être infernal. S'il y a des gens à côté qui ronflent, qui pètent, qui puent, ça va pas le faire. Je pars du principe où je vais très peu dormir déjà dans un vrai lit. Donc, quand je vais dormir dans un vrai lit, si je peux dormir et vraiment me reposer comme il faut, je vais le faire. Donc c'est pour ça que je vais prioriser l'hôtel ou les chambres d'hôtes, avec des chambres individuelles évidemment. En termes de prix, c'est pas forcément plus cher, parce que vous avez des refuges, concrètement, vous pouvez payer 20-25 balles pour dormir, 20 balles le repas, 3 balles pour vous doucher. Donc au final, vous êtes quasiment à 50 € la soirée ou la nuit.
Voilà, j'ai vu des hôtels à ce prix-là, des chambres d'hôtel à ce prix-là. Je pense que je vais plus partir là-dessus. Et puis aussi, le but principal pour moi de dormir au chaud à l'hôtel, c'est de recharger en électricité. Et le problème, c'est qu'il y a plein de refuges où on peut pas recharger en électricité. Donc c'est pour ça, je préfère partir là-dessus. Au moins, je sais que tous les 4-5 jours, je dors à l'hôtel, je peux prendre une vraie douche, laver mes fringues, faire sécher mes fringues s'il y a besoin, ma tente, enfin voilà, me remettre vraiment à plat, à bien, à zéro, pour pouvoir repartir le lendemain frais comme un gardon, quoi. Ensuite, voilà, en termes de lieu de bivouac, alors moi, ce que j'ai fait dans mon organisation, c'est que du point 0 au point 920, je me suis fait des fourchettes de kilomètres. Je vais vous mettre là une petite image qui va le montrer. Si vous voulez, la première journée, je pars de Banyuls, je fais que 9 kilomètres, parce que j'arrive à 15h30 à Banyuls. Donc je vais arriver au refuge de Tomi, donc c'est un petit refuge qui est à peu près à 9-10 km de Banyuls. Et après, à partir de ce refuge-là, je me fais entre 25 et 30 km par jour. Donc j'ai pris la carte, j'ai mon tracé du GR10, et voilà, je vais 25 km plus loin à peu près, je regarde où je tombe, je regarde si la zone voilà, est adaptée pour poser un bivouac. Sur Komoot, vous avez des photos du chemin, du secteur où vous allez en fait. Donc j'ai pu quand même voir où je pourrais éventuellement poser ma tente. Donc j'ai fait comme ça, ce qui me permet de voir déjà si au bout de 25 km, ça se trouve, je vais avoir une cabane à côté, donc je vais aller dormir dans la cabane. Après les cabanes, je pense que je vais dormir en cabane, mais je vais prioriser en fonction de la météo. Les journées où il pleut beaucoup, ou s'il pleut plusieurs jours d'affilée, même si je dois faire un petit détour pour aller dans une cabane, je pense qu'en termes de confort, ça sera quand même beaucoup mieux. Quitte à faire des petits détours, j'irai dormir dans une cabane. Si elle est dispo, c'est ça aussi. Mais de manière générale, voilà, j'ai pris un secteur où je sais que je vais bivouaquer. Et comme ça, voilà, j'ai déterminé chaque jour où je dormirai. Ce qui me permet de pas y réfléchir pendant la journée. Je sais que je dois aller dans une zone, que dans cette zone-là, je peux bivouaquer, qu'il y a de l'eau à proximité aussi, parce que j'ai regardé évidemment les points d'eau. Et voilà, au moins je sais que je dors là, je fais mon bivouac là, comme ça le lendemain je repars tranquille. Après là, je vais vous montrer, il y a des journées je vais faire 25, il y a des journées je vais faire 19, il y a des journées je vais faire 27, des journées je vais faire 30. Après, de manière générale, en fait, tous les 4-5 jours, je dors à l'hôtel. Donc les journées qui sont entre 2 nuits d'hôtel, donc c'est 3-4 journées, j'ai une distance qui est prévue. Mais cette distance-là, concrètement, je peux la changer. C'est pas parce que j'ai dit que j'allais faire 25 km que je peux faire 25 km. Donc admettons, s'il y a une journée que j'ai prévu 25 et le lendemain j'en ai prévu 30, la journée d'avant, je peux faire un peu plus de kilomètres pour en faire moins le lendemain. Donc voilà, je peux répartir comme ça, équilibrer un peu plus. Ça sera en fonction de l'état de forme aussi. Mais voilà, je pense que c'est plus judicieux de faire comme ça, du moins à mon regard. Alors pour l'eau, j'ai regardé aussi sur la carte GPX. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'avoir un tracé sur le téléphone, ce qui permet de voir tous ces points d'intérêt dessus en fait. Là, je sais par exemple que le premier jour, comme je vous ai dit, j'ai 9-10 km à faire, mais à peu près 20 minutes avant d'arriver au refuge, j'ai vu qu'il y avait une source. Donc voilà, je n'ai pas besoin de partir de Banyuls avec 4 litres d'eau. Je sais très bien qu'avant d'arriver au refuge, je vais trouver de l'eau, donc je prendrai à ce moment-là et je suis tranquille. Après, en repartant le lendemain, j'ai vu que 10 km après la cabane, j'allais avoir une source d'eau. Donc là, pareil, je vais pas partir avec 3 litres, je vais partir avec mes 2 gourdes pleines, ça suffira pour faire les 10 bornes, et j'arriverai à cette source-là. Je trouve que ça, c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en compte pour justement éviter de se surcharger d'eau. Même si parfois on veut jouer la sécurité et se dire vas-y je prends plein d'eau, je porte, c'est pas grave. Non, moi je préfère regarder ça, surtout que dans les Pyrénées orientales, ça peut être très sec niveau flotte, mais je préfère quand même regarder où sont les sources d'eau pour prendre le bon litrage à chaque fois et être tranquille et être serein. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme ça. Je joue la sécurité et j'évite de trop me charger. Donc, pour l'eau,
classique, ma petite gourde Oco. Je prends ma petite gourde Oco de 650 millilitres et à côté, je me suis pris une petite gourde Kibon Mou, là, les petites gourdes souples, qui fait 750 millilitres. Donc comme ça, sur moi, là, devant moi, j'ai une capacité de 1,4 litre à peu près. Et ce qui est très bien. 1,4 litre, ça peut me durer 3-4 heures, en fonction de comment je bois et de l'eau que je peux trouver. Mais s'il faut que je rationne l'eau, oui, ça peut me durer 3-4 heures, sinon ça peut me durer 2 heures aussi. Donc voilà, 2 gourdes devant, pour moi c'est parfait, c'est pas du tout encombrant, j'ai mes porte-gourdes, je remplis l'eau, tac, c'est fin de l'histoire. Concernant les gourdes Oco, si vous voulez acquérir une petite gourde Oco, j'ai un code promo pour vous, donc ça sera Oco GTR. Ça vous fera 10% de réduction sur votre commande, donc soit sur la gourde, sur les filtres. Ils font aussi des systèmes de filtration pour robinet. Enfin voilà, vous trouverez votre bonheur. Moi, je la conseille. C'est une des gourdes pour moi les plus fiables. J'utilisais déjà une gourde Oco avant d'être en partenariat avec eux. Parce que pour moi, c'est une des plus complètes en termes de filtration, bactéries, virus, microplastiques, le chlore, etc., etc. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment fiable et surtout de très robuste. C'est pas les gourdes les plus légères, mais pour moi, c'est les plus qualitatives. Pour la nourriture et les ravitaillements, je fais le choix de partir avec quand même un peu de nourriture dès le départ. Parce que je pars avec pas mal de déshydratés et de lyophilisés. Donc déjà, je me suis fait un gros sachet de viande hachée. Là, c'est de la viande hachée sauce bolo avec des oignons. Donc là, ce sachet fait 400 grammes, mais dedans, vous avez 1 kg de viande. Avec une grosse bouteille là de sauce bolo et 300 grammes d'oignons. Et ça fait que 400 grammes une fois déshydraté. Donc là, j'ai à peu près 10 repas en termes de viande. À ça, je viens coupler de la semoule, donc des sachets de 100 grammes. Et l'avantage, c'est que là, en termes de protéines, je suis bon. Moi, j'avoue, c'est un peu le truc qui me fait peur, c'est de pas manger assez de protéines. Parce que, voilà, je me fais chier à aller à Basic Fit 4-5 fois par semaine. J'ai pas envie de perdre toute ma masse musculaire. Si je peux perdre tout mon gras, tant mieux, mais le muscle, on va éviter. Donc, c'est pour ça, en fait, je priorise de partir avec ça. Donc, de là, je pars avec 400 grammes, un sachet de 400 grammes de viande déshydratée. Et je pars aussi avec 1 kg de semoule. Donc, pour un 1,4 kg, j'ai 10 repas. Donc c'est quand même énorme, hein. 10 repas, et c'est pas des repas à 500 calories, c'est quand même plus. Donc c'est quand même énorme, et à côté de ça, je me prends pas mal de lyophilisés. Et voilà, donc là je vais partir avec à peu près 2,5 kg de repas lyophilisés et déshydratés. Donc je pars avec à peu près 15 repas. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que les repas comme ça, déshydratés ou lyophilisés, je vais le manger le soir. Donc là, on va dire que pour 15 jours, j'ai mon repas du soir. Même plus parce que je vais dormir peut-être 2 voire 3 fois à l'hôtel. Donc là, j'ai quasiment 17-18 jours de repas du soir. Après le midi, je me mange de la viande séchée, du saucisson, enfin des conneries quoi que j'achète à côté. Donc voilà, je pars avec un peu de bouffe, mais en fait, pour moi, c'est plus logique de faire ça dans le sens où de la viande déshydratée, je vais pas en trouver clairement sur le chemin. Donc ça sera forcément plus lourd de racheter de la viande ou même du saucisson. Donc c'est pour ça, je pense que partir avec ça et de la semoule, au moins je sais que j'ai 15 repas sur moi. Je suis tranquille. J'ai juste à acheter du saucisson, du pâté, du pain, du fromage pour le midi. Et même quand je vais arriver en Ariège, l'Ariège en fait, vous avez 4 ou 5 jours où il n'y a pas de ravito. Donc l'avantage d'avoir déjà mes déshydratés et mes lyophilisés, je sais que pour l'Ariège, je vais être tranquille. Et je vais faire en sorte d'en avoir suffisamment pour l'Ariège. Ça m'évitera de faire un gros ravito avant d'arriver en Ariège, d'être ultra chargé et de galérer quand je vais commencer à monter vraiment haut et me taper des gros dénivelés. Pour la partie ravitaillement, pareil, j'ai regardé sur les topos du GR10, sur toutes les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Donc à ce niveau-là, donc je sais précisément où je vais pouvoir faire mon petit ravito. Par exemple, là, je sais que dès le 2e jour, j'arriverai au Pertus. Donc au Pertus, si j'ai besoin, je vais pouvoir acheter mon repas du soir, ce qui me permettra d'en économiser un que j'ai déjà sur moi. Après, je sais que le prochain ravito, ça va être à Arles-sur-Tech.
Je vais vous montrer là, j'ai fait ma petite liste du coup avec mes kilomètres et tout que je vous ai déjà montré, mais j'ai aussi mis des petits émoticônes où quand c'est une maison, c'est un endroit où je peux dormir, où il y a des hôtels, auberges, etc. Et après, j'ai mis une petite saucisse aussi, ce qui montre que je peux trouver un ravitaillement à cet endroit-là. Donc je sais précisément à quel endroit je peux prendre mon petit ravito, à quel endroit je peux trouver une épicerie. J'ai tout noté sur mon téléphone. Voilà, et généralement, j'ai un ravito tous les 3 jours, tous les 4 jours. Et je crois que le temps le plus long, c'est 5 jours entre 2 ravitaux. Faut bien anticiper ça, surtout parce que se retrouver avec peu de bouffe ou pas de bouffe, bah, ça peut être très compliqué, surtout dangereux. Donc voilà, c'est quelque chose où je vous préviens, voilà, faut être vraiment bien renseigné sur ça et faire gaffe aussi aux jours où vous arrivez dans la ville ou le village où vous allez avoir votre ravito. Parce que si vous arrivez un dimanche et que c'est fermé, vous l'avez dans le cululu. Donc ça, faut bien anticiper aussi. Et moi, je sais que voilà, il y a un ravito qui va tomber un dimanche. J'ai regardé, normalement, il y a quand même une petite supérette qui est ouverte le dimanche. Ça devrait passer. Je pense que prévoir peut-être 2-3 repas lyophilisés qui restent au fond du sac au cas où, ça peut être assez prudent et judicieux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais je pense qu'avec mon système, voilà, j'aurais pas de soucis à ce niveau-là. Et une fois que j'arriverai à Bagnères de Luchon aussi, j'ai prévu de me faire envoyer un colis. Donc avec des déshydratés, des lyophilisés, une cartouche de gaz, voilà, peut-être des bricoles en plus si j'ai besoin. Concernant la cartouche de gaz d'ailleurs, moi je prends les cartouches de, je crois que c'est 200 grammes. J'ai fait le calcul, moi avec mon fonctionnement, je devrais faire au moins 3 semaines, c'est sûr, parce que généralement je fais que le café du matin. L'eau, je la fais même pas bouillir, je la fais juste monter en température. Ça sert à rien de faire bouillir l'eau pour le café. Et mon repas du soir. Donc avec ce système-là, ma cartouche me dure au moins 3 semaines facile. Et en plus, voilà, il y a quelques nuits d'hôtel et tout, donc je l'utilise pas à ce moment-là. Donc voilà, je me mets quand même une cartouche de gaz en plus, parce que de ce que j'ai vu, il y a des intersports à certains endroits. Mais moi, personnellement, le intersport qui est à côté de chez moi, ils font pas les bouteilles de gaz avec un pas de vis pour visser le réchaud dessus. Il y en a pas, c'est que des tradis où faut percer, en fait. Donc voilà, je préfère m'en envoyer une, au moins je suis tranquille, je sais que j'en aurai une. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'avais déjà fait une première vidéo où je vous présentais tout mon matériel. Donc mon sac et tout le contenant du sac. Donc je vous invite à aller la voir, je vais la mettre en fiche. Donc là, je vais vous faire un petit update du matériel que j'ai changé ou que j'ai rajouté depuis cette vidéo. Alors, de base, je vous avais présenté ce petit matelas-là que je comptais prendre. Mais voilà, il est léger, il est très pratique. Là, je suis parti en bivouac sur le plateau de Mille Vaches et en vrai, le soir au camp, avoir un vrai matelas comme ça pour se poser, pour manger, même pour s'allonger. Là, concrètement, je pose mon sac, ça devant, je m'allonge, je mets la tête sur le sac, c'est royal. Et donc ça, c'est quelque chose d'indispensable que je vais forcément prendre. Mais c'est un peu encombrant, en fait. Le problème, c'est que c'est sur le côté du sac. Et moi, je déteste avoir des choses à l'extérieur de mon sac. Donc, là, je suis passé à Leclerc et j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un produit qu'on met sur le pare-brise pour le soleil. C'est un pare-soleil, tout simplement. Sauf qu'il est beaucoup moins encombrant. Il fait le même poids, il est un chouïa moins confortable, mais l'avantage, c'est que je peux l'enfiler à l'intérieur du sac sur le côté. Donc même en journée, je peux quand même l'enlever et le ressortir. Mais l'avantage, c'est que voilà, il est moins gros et il n'est pas à l'extérieur du sac. Ce qui fait que ça libère aussi ma grosse poche sur le côté de mon sac. Donc voilà, je pars là-dessus. Ça m'a coûté 3,50 €. Nickel. Donc voilà, premier changement. Ensuite, pour les changements produits d'hygiène, j'ai contacté la marque Sloé. Donc c'est une marque qui fait des savons biodégradables, non polluants, qui sont 5 en 1. Donc c'est un savon avec lequel vous pouvez vous laver les cheveux, le corps, les dents, faire la vaisselle et laver le linge. Donc voilà, ça ressemble à ça.
Il m'a envoyé un savon, donc c'est pas du tout un partenariat, c'est juste, voilà, il m'a envoyé un savon parce qu'il voulait m'encourager et me soutenir dans le projet du GR10. Et donc là, le tout, ça pèse 60 grammes. Est-ce que ça va me durer tout le GR10? Je suis pas sûr. Mais l'avantage, c'est que voilà, c'est que je prends juste mon petit gant comme ça. Là, je suis à 90 grammes pour la partie hygiène, donc c'est parfait. C'est du savon, mais ça a pas vraiment un goût et une odeur de savon. Ça sent plus le thé à la menthe. Ça sent le thé à la menthe. Donc j'ai testé, c'est pas désagréable que ça soit pour se laver les dents ou pour se laver tout court. J'ai pas encore testé pour les fringues et pour la vaisselle, mais c'est un bon produit et je trouve que c'est une bonne alternative. Et l'avantage c'est que voilà, c'est que c'est biodégradable, ça pollue pas, donc pas de risque pour la nature. Autre changement plus important, du coup j'ai changé de tente. Donc j'étais parti pour prendre la Lanshan 2 monoparoi. Et après mûre réflexion, je pars sur la Lanshan 1 double paroi. Alors celle-ci, elle a plusieurs avantages. C'est que déjà, avec le sac de compression et les piquets qui sont dedans, elle fait 900 grammes. La 2 faisait 1,1 kg, donc déjà je gagne 200 grammes. Elle est un peu moins grosse, donc elle prend un chouïa moins de place. Et elle est double paroi. Donc j'aurai moins de problèmes de condensation, dans le sens où il y a moins de risques que je me prenne des gouttes d'eau sur le visage en pleine nuit, quand il va beaucoup pleuvoir ou quand je vais enchaîner plusieurs jours de pluie. En fait, voilà, c'est un truc qui me stresse un peu, la condensation dans la monoparoi. Et dernièrement, voilà, je suis parti en bivouac et j'ai dormi dans une zone assez humide. Et voilà, la nuit, concrètement, mon duvet, je sentais les gouttes d'humidité dessus. Au niveau du pied, bah voilà, le duvet touchait un peu la paroi, donc c'était mouillé. Donc, pour m'éviter un peu moins de stress aussi à ce niveau-là, je préfère partir là-dessus. Certes, j'ai un peu moins de place dedans, mais suffisamment déjà pour rentrer tous mes affaires dans la tente pendant la nuit, et suffisamment aussi pour tout ranger dans mon sac quand je suis dans la tente et pour m'habiller et tout. Donc voilà, j'ai un peu moins d'espace, mais je gagne du poids et je gagne en confort au niveau de l'humidité. Donc voilà, j'ai préféré partir là-dessus. Après, concernant le budget pour mon GR10, déjà j'ai payé 90 € pour le train, donc pour aller à Banyuls. Moi, je suis situé à Périgueux en Dordogne, donc je suis à côté de Bordeaux, je suis pas très loin de Bordeaux. Donc voilà, je prends un train jusqu'à Bordeaux, un train de Bordeaux à Narbonne et de Narbonne à Banyuls. J'en ai pas pour très longtemps, j'en ai pour 5 heures. Donc voilà, 90 € pour ça. Et après, sur les 40 jours, j'ai prévu 9 à 10 jours de nuit d'hôtel. Les nuits d'hôtel, j'ai rien réservé en avance parce que personnellement, j'ai pas envie d'avoir des impératifs. J'ai pas envie de me mettre une horloge sur la tête. Je préfère me dire, je réserve pas. Au moins, si un soir je veux traîner, aller ailleurs, etc. Au moins, je suis pas fixé. C'est aussi un risque où du coup, je peux ne pas avoir de logement pour la nuit. Après, moi, voilà, la grande partie de mon GR va se faire sur le mois de juin. Logiquement, ça va pas être les vacances d'été, donc il y aura de la place dans les hôtels, les chambres d'hôtes. J'ai compté à peu près entre 50 et 70 € la nuit. Donc voilà, j'ai prévu à peu près 600-700 € pour dormir. Le fait déjà de partir avec pas mal de déshydratés et d'iophilisés, le budget nourriture, il baisse un peu. Et je me suis prévu aussi de m'envoyer un petit carton, un petit colis à mi-chemin à Bagnères de Luchon, où pareil, je me suis prévu des déshydratés, des lyophilisés, de la viande séchée. Donc la bouffe, voilà, ça va être ce qui va coûter le plus cher. Je pense que ça sera les restos quand je croiserai un resto, parce que je pense que j'aurai envie de tout dégommer et que je vais me faire plaisir. Mais dans tous les cas, je me dis en fait que à part acheter de la bouffe et payer mes nuits, je vais rien acheter d'autre. Donc par rapport au quotidien, on n'achète pas que de la nourriture, on achète des à côté. Enfin voilà, ça se trouve, je pense que ça va s'équilibrer par rapport à mon quotidien. Donc c'est pas un budget que j'ai prévu spécifiquement. On verra bien. De toute façon, voilà, quand vous prévoyez un GR comme ça, il faut quand même être bien financièrement.
faut pas être ric-rac et dire vas-y j'irai et tant pis. Non, faut quand même être bien financièrement. Moi c'est mon cas, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me stresse de base. Mais je dirais le coût total du GR, logement plus nourriture, je dirais entre 1000 et 1200 euros. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, encore une fois. Vous pouvez faire moins de nuits d'hôtel, ou dormir dans des campings, ou dormir dans des refuges. Enfin voilà, on peut toujours baisser ou augmenter le prix. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Et puis on verra sur place, hein. Après, il y a aussi les endroits où j'ai prévu de dormir dans des campings. Mais rien n'est fixé, donc on verra. J'ai pas trop parlé de la partie mentale, psychologie, mais moi qui le fais tout seul, je pense que ça va pas être forcément ultra simple tous les jours. Après, j'ai l'avantage d'être quelqu'un d'assez solitaire, donc je suis bien avec moi-même. Je me suis prévu des petits écouteurs quand vraiment l'ennui sera fort. Je pense que ça permet de réfléchir à pas mal de choses, à remettre un peu sa vie en question et d'être créatif, d'imaginer des choses, de divaguer tout au long de la journée. Ça peut être intéressant aussi, et donc je peux que vous le conseiller. Après, si vous avez jamais fait de gros GR ou beaucoup de randonnées, c'est peut-être un peu trop le GR10, ou alors que par section. Mais en tout cas, vous limitez pas à vous dire non, je peux pas le faire ou quoi. Ok, je pense que dans la vie, on peut tout faire. Donc, si vous voulez le faire, allez-y, il y a que ça à faire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, et puis surtout, n'hésitez pas à me suivre pendant le GR10. Je vais faire des shorts quotidiens, donc allez sur mon Instagram, la chaîne YouTube, je vais faire des shorts sur mon TikTok. Voilà, ça vous permettra de voir mon quotidien chaque journée sur le GR10, avec mes humeurs, ce que j'ai pensé de cette journée, de la dureté de la journée, enfin voilà, un petit résumé global au quotidien. Allez, ciao!